Voilà. Ok, parfait. Bonjour. Alors bonjour Ibrahima Diallo. Donc vous êtes secrétaire. Bonjour Joëlla. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif de l'ONG La Lumière, qui est une ONG sénégalaise impliquée dans le développement local. Et vous êtes également le représentant au Sénégal du réseau Publier ce que vous payez. Et vous allez nous présenter donc aujourd'hui, tout d'abord, d'une manière générale, le code minier du Sénégal et la révision qui est en cours. Et puis après, vous nous présenterez la grille, la proposition de grille d'évaluation des compensations pour les déplacements des populations. Alors, attendez, il faut que je reprenne le titre. Merci beaucoup Joëlla. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je Voilà. peux intervenir dans ce webinaire pour répondre à ces deux questions extrêmement pertinentes, Voilà. En tout cas dans le contexte du Sénégal. D'accord. Alors, présent. pour ce qui concerne le code minier. Ah, oui, allez-y, parlez bien fort pour qu'on vous entende bien. Je vous laisse parler donc sur le code minier. Voilà, pour ce qui concerne le code minier, donc le Sénégal s'est trouvé dans un contexte de compétition internationale entre différents pays miniers émergents. Ensuite, il y a eu un constat, c'est la faiblesse des recettes de l'État malgré le renchérissement des coûts des matières premières et a entraîné un manque à gagner de 401 milliards entre 2009, la sortie du premier lion de l'euro, et 2013, donc année pendant laquelle des journalistes ont posé la question au niveau du président de la République, qu'est-ce que le Sénégal gagne réellement dans son secteur minier. Un autre aspect important du contexte, c'est les communautés minières retrouvées dans la brousse et qui vivent toutes les frustrations liées à la privation de droits, à l'information, à la participation et surtout aux opportunités économiques malgré l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries extractives depuis octobre 2013. Ensuite, il y a eu beaucoup d'alertes de la part des organisations de la société civile du Sénégal. Alors, c'est dans ce contexte, voilà un peu le contexte de la révision du code minier du Sénégal. Les activités menées par la société civile, quand elle a senti que le Sénégal était en train de réviser son code minier. Donc en août 2014, il y a une interpellation du directeur du ministère de la Géologie sur l'exclusion des ESC sur le processus de révision. En septembre 2014, on a organisé un point de presse dans une région centre de la région du Sénégal pour réclamer un peu l'inclusion des ESC dans le processus de révision. En octobre 2014, Oxfam nous fait un appui financier pour nous permettre de participer d'une façon ou d'une autre au processus. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle, on a recruté un consultant international, donc il a analysé le code de 2003 et qui nous a permis véritablement de disposer d'un outil de plaidoyer en montrant un peu les faiblesses du code de 2003, donc les faiblesses relatives à la protection des droits humains, à la protection de l'environnement, mais surtout à l'intérêt national. Alors, quand nous avons obtenu cet outil de plaidoyer, nous avons commencé à faire ce qu'on appelle d'abord un lobbying. Donc, le 13 janvier 2015, nous transmettons le rapport de cette étude comparative de consultation des ESC au ministre conseil chargé des affaires juridiques du président de la République. Le 15 janvier 2015, nous transmettons les rapports de l'étude comparative et de consultation des ESC au directeur technique de la géologie. Et le 22 janvier 2015, nous recevons une lettre du ministre. Donc, une semaine avant, nous invitons à l'atelier de partage et nous invitons à la disponibilité de l'avant-projet sur le site de la directeur technique de la géologie. Donc, les ESC commettent rapidement en consultant pour analyser le niveau de prise en compte des contributions que nous avons fondées sur le code de 2003. Le 3 février, effectivement, nous répondons à l'invitation du gouvernement du Sénégal et particulièrement de la commission de revue du code minier. Et ce jour-là, on nous a dit effectivement qu'on voulait valider le projet de code minier et le transmettre à l'Assemblée nationale, donc pour véritablement la validation politique. Et là, dans la salle, on s'est constaté, on s'est dit, nous, organisation de la société civile, nous ne sommes pas venus ici pour valider aujourd'hui le code minier parce que nous voulons en prendre conscience. Et comme nous ne voulons pas servir de faire valoir, nous préférons quitter la salle et dénoncer ce état de fait. Comment est-ce qu'une politique publique, aussi
aussi importante que le code minier voudrait être l'apanage que des fonctionnaires de l'État du Sénégal. Et nous avons quitté la salle, les organisations qui sont membres de la coalition publique pour payer. Nous sommes retrouvés dans un hôtel de la place, que nous avons tenu un point de presse, où nous avons vraiment tapé très fort. On a menacé d'aller à la CEDEAO, on a menacé d'aller à l'IMOA, on a menacé d'aller à l'UTE pour dénoncer en tout cas cette état de fait du Sénégal. Le lendemain, les directeurs des mines, les ministres des mines, tous font le tour des rédactions, donc pour fustiger le comportement de la société civile qu'ils ont catégorisé en société civile sérieux et en société civile non sérieux. Mais cela ne nous a pas découragés, nous avons continué en tout cas la bataille. Et 2 jours après, le ministre des Mines nous envoie un mail, une lettre, pour nous dire qu'il est d'accord pour le dialogue et il prolonge donc les délais de finalisation de la révision du code minier. Et c'est ce qui fait que jusqu'au jour où je vous parle, donc le code minier est encore dans un processus de validation. Ni c'était vraiment cet engagement très armé de la société civile, donc on aurait simplement et purement validé ce jour-là et personne n'aurait l'occasion de présenter en tout cas ses contributions. Alors, le temps qui nous a été imparti a permis à tout le monde, tous les acteurs, les sociétés minières, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les organisations d'artisans, la société civile, ça a permis à tout le monde, les parlementaires, ça a permis à tout le monde effectivement d'apporter des contributions extrêmement importantes et qui ont été prises en compte quasiment à 95%. C'est ce que nous avons voulu que cela change dans le nouveau code minier. Nous avons voulu que toutes les dispositions fiscales soient renvoyées dans le code général des impôts pour plus de contraintes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les ingénieurs des mines, les ingénieurs géologues soient en même temps des fiscalistes, alors qu'il y a des départements qui ont une expertise avérée dans ce domaine-là. On a voulu qu'on introduise à titre optionnel des contrats de partage de production. Donc, qu'il y ait les possibilités, il ne faut pas pour tout le temps que ce soit les sociétés qui ont 90% et l'État du Sénégal 10%. Et par moment, il est possible effectivement, donc si on permet de faire des options, il y ait des contrats de partage de production. Nous avons aussi dans la contribution de souhaiter l'extension de l'obligation de réhabilitation à la phase de recherche et préalablement à toute fois de permis. Donc, ce qui était prévu par le code de 2003, on a obligation de réhabiliter qu'après ou pendant l'exploitation. Alors qu'il y en a qui, pendant la phase de recherche, font excessivement des dégâts qui entraînent une dégradation de l'environnement. Nous avons souhaité en tout cas que le nouveau code puisse obliger tous les détenteurs de permis de concession à payer préalablement donc tout ce qui relève de la réhabilitation du site. Nous avons voulu aussi qu'il y ait le renforcement des dispositifs de contrôle sur le terrain. Parce que vous imaginez une région comme Télévision, où il y a 24 sociétés qui sont actuellement en liste, qui sont actuellement en activité, soit en activité d'exploitation ou d'exploration, il y a un seul ingénieur de mine. Et qui rarement a un bon véhicule pour aller faire le contrôle nécessaire. On a pensé qu'il fallait que, effectivement, que le dispositif de contrôle soit renforcé, mais également aussi que la loi relative, en tout cas, au suivi et l'évaluation, qu'il y ait une disposition particulière sur le suivi et l'évaluation et qui prévoit des sanctions très fortes. On a demandé aussi à diminuer le relèvement considérable du taux de redevance minière. Parce que jusqu'en 2015-2014, le Sénégal ne recevait que 3% de redevance. Alors qu'il y a des pays qui sont à 5%, il y a des pays qui sont à 10%. Donc on a demandé que la redevance soit relevée à 10%, mais le gouvernement a reçu 5%, parce qu'il y a des dispositions de l'IMOA donc qui paralysent un peu cette demande. Changement de la durée des concessions minières. Parce que les concessions minières au Sénégal, c'est minimum 25 ans. On a pensé qu'aujourd'hui, une société comme Sabodala Gold Operator, qui a une concession de 25 ans, et qui exploite au rythme de 5 à 6 tonnes par an, et qui a des vacances fiscales de 8 ans, peut bénéficier si sa technologie est bien forte, exploiter l'essentiel du jugement et partir avant de commencer à payer les redevances au Sénégal. Donc, on a pensé que les conseils miniers sont très relatifs. Il faut les réduire au plus de 10 à 15 ans. Le relèvement des droits payés à l'occasion de l'attribution au renouvellement en employant des fonds au côté local administrant les opérations minières. En fait, ce qui se passe au Sénégal, c'est que le kilomètre carré est offert à 5. Donc, une société minière paye pour
ses droits d'occupation, 5 000 francs, et la 20 km², donc quelque chose pour moins de 200 000 francs. Et ces fonds doivent être une modique somme doivent être reversés au niveau du trésor. Alors que la collectivité locale qui abrite donc l'opération minière ne reçoit rien du tout. On a pensé également qu'il y ait un réménagement des dispositions relatives à la confidentialité dans le souci de se mettre en phase avec l'ITIE. On ne peut pas adhérer à l'ITIE, une charte pour la transparence des industries économiques, et considérer encore l'article 66 du Code minier du Sénégal, qui explique qu'il y a des clauses de confidentialité qui permettent aux sociétés minières de ne pas divulguer certaines informations. On a pensé également que la formalisation du programme social minier est une importance capitale. Parce que ce qui s'est passé au Sénégal, on dit voilà, la minière intervient dans telle société locale, après tous ses droits avec l'État, elle verra ce qu'elle peut offrir à cette société locale pour obtenir l'assurance sociale. Donc ça veut dire que c'était laissé à la guise vraiment des sociétés minières, et ce qui ne fait pas une chose. La légifération sur les compensations, je reviendrai un peu plus tard, parce que ce que nous avons au Sénégal, c'est l'indemnisation. Et l'indemnisation pour nous, je te déplace, je te paye, mais ce n'est pas que je te déplace et je te rembourse. Parce qu'il y a des aspects culturels, il y a des aspects culturels, il y a des aspects sociaux, vraiment que l'indemnisation ne prend pas en charge. L'explication des élus locaux dans le projet de loi des pays. Il y a le code des collectivités locales qui stipule qui est remplacé maintenant par l'acte 3 de la décentralisation, que les collectivités locales ont en charge le développement économique, social et culturel de leur terroir. Alors, si vous êtes élu local, donc vous avez toute cette mission, et tout ce qui concerne l'exploitation minière, vous n'avez rien à voir parce que ce n'est pas une compétence transférée. Et maintenant, tout ce qui se fait sur le théâtre, en tout cas de votre terroir, donc vous n'avez absolument rien à dire, alors que toutes les questions sociales et environnementales donc, sont prises en charge par les cultures locales. Le respect des droits humains en intégrant les dispositions de la directive de la CEDEAO. Donc le Sénégal a décidé, avec Gazette, la directive de la CEDEAO, et on a pensé que c'est l'occasion d'internaliser, de transposer les dispositions de la CEDEAO, donc relatives aux droits humains, qu'on le transpose directement dans le code minier dans le nouveau code minier du Sénégal. Alors, comment est-ce que nous avons influencé tout ce travail-là? Alors, nous avons commencé par fournir des éléments de comparaison. Le consultant qui a été recruté, on lui a demandé d'analyser le code minier du Sénégal en se référant à la directive de la CEDEAO, à l'ITIE et à la vision minière africaine. Donc, c'est ce qui a permis très rapidement de détecter les faiblesses contenues dans le code minier et pour les relatives à la transparence, aux limites sur le plan social, fiscal et environnemental. Alors, nous avons aussi, dans ce document, indiqué des pistes pour une réforme consolidant la bonne gouvernance, la transparence, la préservation de l'environnement, la prise en compte inclusive des préoccupations des communautés, des OCP et des OET, tout comme la maximisation et la sauvegarde des intérêts de l'État à intégrer dans les codes miniers et économiques du Sénégal. Nous avons aussi influencé pour élaborer un document de plaidoyer de la coalition publique pour le pays Sénégal pour une réglementation minière et pétrolière plus transparente et responsable. Alors, quels sont les facteurs qu'ils ont permis d'influencer si considérablement le processus de révision du code minier? D'abord, il y a eu la mobilisation et la position commune de toutes les ONG. Toutes les organisations de la société civile du Sénégal qui sont intéressées par ce secteur, donc ont décidé de se mettre ensemble et de battre la campagne ensemble. Ensuite, on a reçu un appui technique et financier d'Oxfam. Un financement qui nous a permis de recruter un consultant, un expert dans le domaine qui a éclairé nos différentes actions. Ensuite, il y a eu la consultation des communautés. Nous avons réuni l'ensemble des villages qui sont affectés. Donc, pendant 2 jours, dans un hôtel pour dire que le Sénégal va changer et est en train de réviser son code minier. Vous qui vivez sur le terrain des opérations, quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce que vous voulez véritablement qu'on change dans la pratique et de l'exploitation minière au Sénégal? Donc, c'est des informations aussi bien fondées qui nous ont permis véritablement de formuler des recommandations très fortes, une contribution très forte. La mise en place et l'alliance avec le réseau des élus locaux. Donc, on a créé, à côté de la coalition, les élus locaux, donc qui étaient nécessaires à adapter tout le processus de prise de décision.
Nous avons également renforcé et accompagné la mise en place d'un réseau des parlementaires donc, au Sénégal, donc sous la gouvernance générale. Nous avons aussi facilité la mobilisation de la presse, entre autres. Et c'est ce qui véritablement nous a permis vraiment d'avoir des échanges qui nous ont permis d'influencer sérieusement le processus de révision. Maintenant, quelles sont les leçons que nous avons apprises? Nous avons découvert en tout cas à travers ce processus l'importance des alliances. Parce que là, il y a l'alliance avec les communautés minières, l'alliance avec les élus locaux, les alliances avec la presse, l'alliance avec les parlementaires, mais également des alliances avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire des mouvements de jeunes, donc qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., et qui ont fait mis la pression sur le gouvernement en s'appuyant sur ces outils d'information et de communication. L'importance de la mobilisation de la presse. Vraiment, la presse a été en tout cas d'une importance capitale dans tout ce processus. Ensuite, la recherche qui a éclairé les actions de l'OSE. Alors, il nous reste quelques défis. Parce qu'aujourd'hui, si on a un nouveau code minier qu'on dirait de 2006, on a un code de l'environnement qui date de 2003, on a la loi sur le domaine national qui date de 1966, et chacune de ces lois interfère avec le code minier. Et si véritablement il n'y a pas une harmonisation dans ces différents codes, il va être excessivement difficile d'appliquer certaines dispositions du code minier. Donc c'est pourquoi nous avons demandé, l'un de nos défis aujourd'hui, c'est la mise en cohérence des différents textes applicables au secteur minier, pétrolier et gazier, notamment le code minier, le code de l'environnement, le code forestier, le code de l'eau, le code des investissements, le code général des impôts, le code général des collectivités locales, la loi sur le domaine national, etc. Nous pensons que s'il n'y a pas harmonisation à ce niveau, il va être très difficile de satisfaire certaines exigences du code minier, compte tenu du fait qu'il sera paralysé par les dispositions qui sont contenues dans ces différents codes. Nous avons pensé aussi qu'il était important, on va travailler, ça fait partie du défi, c'est l'implication de tous les autres autorités locales, du secteur privé national, de même que les communautés dans tout le processus de gouvernance minérale, pour l'institutionnalisation et la mise en place d'organes de gestion et de concertation au niveau local comme national. Vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont transférées aux collectivités locales. Et les collectivités locales gèrent en rapport avec les populations. Malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, les mines ne constituent pas encore une compétence transférée. Ce qui fait qu'elles relèvent directement des ministères, de quelques représentants de l'administration au niveau décentralisé, et les communautés elles-mêmes, les élus locaux, notamment ceux qui représentent les populations, sont exclus dans tout le processus de prise de décision, mais également dans tout le processus de gestion. Alors, par le rehaussement des montants alloués au fonds de péréquation et d'appui côté local, en appliquant autour de 30% au lieu de 20%. Donc, dans la redevance minière que le Sénégal reçoit globalement, le Sénégal a décidé de rétrocéder 20% en termes de péréquation. Ça veut dire que cet argent va se partager entre les différentes régions, donc à travers les côtés locales. Mais sur le montant global, 40% vont aller au côté local qui habite les entreprises minières et le reste 60% seront répartis entre les autres régions du Sénégal. Et nous pensons que 20% c'est vraiment trop faible. Parce que le premier défi, donc avec un arrêté portant partage de la vente, il y a des régions comme Sédou, il y a des régions comme l'Iguerre qui sont retrouvées avec 1200 francs, avec 6000 francs. Donc ce qui fait que le fonds de péréquation n'a pas pu pour longtemps être encore appliqué de façon convenable. Ça veut dire que toutes les collectivités locales, aucune des collectivités locales du Sénégal n'a encore reçu autant donc de ces redépenses minières. Le relèvement des taux d'indemnisation et ou la mise en place d'un régime équitable adapté par rapport à la perte des moyens traditionnels de subsistance des communautés. Aujourd'hui, on va en reparler quand on va parler des compensations. Il y a ce qu'on appelle l'avancée du fonds minier et la conséquence, c'est le recul donc des espaces réservés au pâturage, aux exploitations forestières, à l'exploitation artisanale de l'or, à l'agriculture, etc., etc. Et il y a aucun mécanisme de compensation adéquat qui permet véritablement de redresser cela et de laisser aux communautés donc leurs moyens de subsistance traditionnels. La prise en compte d'un fonds de garantie lors de la signature des conventions pour la réhabilitation des types d'exploitation. On a dit au Sénégal, il faut mettre à la disposition, ouvrir un compte
dans une banque commerciale de la place, mettre un fonds qui va servir à la réhabilitation après le départ de la saisonnière. Et jusque-là, comme la disposition n'est pas corsée, elle ne met pas préalablement, donc les minières qui sont en activité au Sénégal n'ont pas encore déposé un seul franc au niveau des banques commerciales de la place, au fait de pouvoir réhabiliter après le départ. J'ai visité une mine au Burkina, la mine de Poura. Quand le cours de l'or est monté, la minière a pris tout simplement ses bagages, l'a déclaré, elle est partie, laissant derrière elle du cyanure, du mercure, donc tout un dépôt de produits chimiques, donc qui, à la limite, affecte la qualité de la vie, pollue la nappe, pollue l'air, etc. Le renforcement des capacités techniques, humaines, matérielles et financières des côtés locaux et des comités pour une gestion transparente, durable, équitable et minérale en perspective de la télé. Il y a aujourd'hui l'acte 3 de la décentralisation qui consacre la territorialisation des politiques publiques. Mais l'argument que l'État va continuer à traduire, c'est le manque de capacité technique humaine donc dans ces côtés locales pour prendre en charge les fonds relatifs à l'exploitation minière. Et nous pensons que l'un des défis, c'est de battre pour que véritablement le côté local soit renforcé. La prise en compte par la commission de réforme du code minier de la contribution des acteurs. Assurer convenablement le suivi de l'adoption politique. Nous avons formé, on a réfléchi, on a bloqué le processus de révision, on a fait parvenir à l'État le 28 février dernier nos contributions, qui sont les contributions des communautés, qui constituent les contributions des organisations de la civile, la contribution des élus locaux, et nous avons formé les parlementaires sur comment assurer le suivi de l'adoption politique parce que nous avons traversé la partie de l'adoption technique. Et nous avons aujourd'hui, véritablement, c'est un de nos défis pour que véritablement, au moment du vote à l'Assemblée, que ce qui a été retenu comme contribution essentielle puisse figurer sur le code minier du Sénégal. Donc voilà en fait ce qu'on peut dire de façon globale du processus de révision du code minier au Sénégal et dont le vote à l'Assemblée nationale est prévu pour 2016. Le ministère n'a pas encore déterminé la période. Mais retenez simplement que l'adoption était prévue pour 2015. Il a fallu que la société civile s'insurge pour que le processus soit bloqué, qu'il permette donc à tous les acteurs de contribuer et avant véritablement qu'ils passent à l'Assemblée nationale, de sorte à ce qu'on ait un code minier consensuel, mais un code minier également qui reflète la compréhension, l'appréciation, les désirs de tous les acteurs intervenants dans le secteur de l'or. Merci, d'accord. Merci beaucoup Ibrahima. Je vous redonne la parole. Donc vous continuez. Merci beaucoup pour cette présentation donc, de la révision du code minier, de l'implication de la société civile. J'ai aussi retenu que vous étiez appuyé sur la vision minière africaine et la déclaration de la CEDEAO, donc ce qui est sans doute une bonne chose. Et puis donc maintenant, je pense que vous allez nous parler de la proposition de grille de compensation des terres à usage minier. C'est cela? Oui, enfin, allez-y. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons constaté une perte des moyens de subsistance de communautés vivant sur le terrain des opérations minières. Et quand nous avons visité la loi, ce n'est pas essentiellement le code minier qui règle le problème. Il y a la loi sur le domaine national, il y a le code des collectivités locales, etc., etc. Donc c'est un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui permettent de régler ce problème. Ça veut dire que même s'il y a une prise en compte dans le code minier, si les autres secteurs, les autres lois, donc qui concourent au règlement de ce problème, ne sont pas révisées, donc le problème va demeurer entier. Et jusque-là, c'est la loi de 1972 qui, à la limite, organise un peu la compensation au Sénégal. Et il n'y a même pas, si on prend le code, on ne parle pas de compensation, on parle d'indemnisation. Comme je l'ai dit tantôt, indemniser veut dire je te déplace, je te paye. Alors que nous voulons qu'on déplace et qu'on compense. Ça veut dire qu'on prend tous les aspects culturels, tous les aspects culturels, tous les aspects sociaux. Donc, parce qu'en fait, les populations développent des relations particulières avec leur environnement. Et quand on le déplace, donc ces relations sont perdues et quelque part peuvent impacter très négativement dans la qualité de leur vie. Et en matière de compensation, il n'y a aucune disposition qui permet aux communautés
d'avoir un outil, un support qui leur permet de négocier. Souvent on a dit il faut qu'on trouve un mécanisme qui permette aux communautés d'avoir un outil d'appréciation de ce qu'elles ont perdu donc pour pouvoir aller au bout du cadre de négociation. Donc c'est ce qui explique un peu la réflexion autour de la grille de compensation. Et nous avons recruté un consultant qui a fait un travail. Il a fait beaucoup de consultations, il a discuté avec les systémiens, il a discuté avec l'administration, il a discuté avec les populations qui sont souvent victimes de déplacement, les populations exposées au déplacement et les propositions que les uns et les autres ont produits ont permis d'avoir ce qu'on appelle une grille consensuelle que nous allons présenter au courant des métiers. Déjà, donc c'est transmis au ministère en charge des lignes, c'est déjà transmis à la commission de réforme du foncier, c'est déjà transmis à l'Assemblée nationale et nous allons continuer à faire le plaidoyer pour voir est-ce qu'il ne ferait pas l'objet d'un avenant dans le code minier ou bien est-ce qu'il ne ferait pas l'objet d'une loi spéciale. Mais techniquement c'est assez complet, je vais vous partager avec vous le document et vous pourrez le lire et me poser des questions que je pourrais partager avec le consultant pour vous permettre de comprendre comment véritablement la grille a été conçue. Mais elle a fait l'objet d'une large consultation donc pour obtenir aujourd'hui ce qu'on appelle une grille consensuelle et qui est dans le circuit d'intégration dans la législation nationale en la matière. D'accord, très bien. Allô? Oui, très bien. Donc c'est passionnant. Donc cette grille, effectivement, donc alors je savais pas que vous étiez déjà allé aussi loin en la présentant à différentes entités comme les députés et au moins un ministère. D'accord. Donc comment alors donc vous disiez vous alliez peut-être essayer de faire que cette grille fasse l'objet d'un avenant dans le code minier. Après, en fait, je me suis demandé comment les grilles sont évaluées. C'est-à-dire, enfin, comment pour un terrain donné, la valeur de la compensation va être évaluée. C'est-à-dire, pour chaque terrain, vous allez faire une évaluation de la valeur de la compensation. C'est cela? À partir de cette grille, à partir des coefficients de cette grille. Voilà, exactement. On a affecté à chaque impense ou bien immobilier bien-être et un coefficient. Et maintenant, en fonction de ça, donc dans un ménage, il peut y avoir puis un bâtiment, une case, etc. Donc chaque immeuble, chaque bien, donc a un coefficient. Et c'est ce coefficient qui a été accepté par l'ensemble des acteurs. Maintenant, dans un ménage, si on fait la somme de ces coefficients, on a effectivement une idée de ce que ce ménage vaut s'il est déplacé. Mais le consultant pourra revenir sur des détails donc, par rapport à ça. Et du coup, c'est les mêmes coefficients qui vont s'appliquer pour un bien donné. Hein, par exemple, j'ai vu dans la liste par exemple, pour un potager, ça sera le même coefficient qui s'appliquera partout. Oui, c'est ça le processus. C'est ça le processus. Au moins, si on dit on potager avec X arbres, avec telle catégorie d'arbres, donc les gens, ils font un processus d'acceptation. Donc, le jardin potager s'appelle A et on appelle le coefficient 5. D'accord. Est-ce que d'accord, oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'à un moment, les communautés locales vont être impliquées dans ce processus? Absolument, parce que d'abord, il y a eu cette consultation donc, qui a permis d'avoir cette grille consensuelle. Maintenant, si on arrive à la faire adopter, il faudrait que cette grille soit que tout le monde s'approprie et comprenne comment ça va fonctionner. De ce point de vue-là, quand on se trouve face à une situation de compensation, donc chaque partie a maintenant un outil qui lui permet véritablement de dire ça c'est ceci, ça c'est cela, ou bien de discuter. Vraiment qu'il y ait un outil de négociation, un support de négociation. Actuellement au Sénégal, c'est ce qui existe. Parce que si vous prenez la loi sur le domaine national, on prévoit un manguier à 100 francs. Alors qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une bonne mangue à 100 francs au Sénégal. Donc c'est pourquoi tout le monde considère que le support sur lequel on s'appuie pour faire des compensations est devenu obsolète et caduc. Et pour l'instant, il n'y a aucune proposition. On ne pense pas que c'est le gouvernement qui va s'engager des sitôt dans ce processus. C'est pourquoi la société civile donc s'est donné la mission véritablement de travailler sur cette question et de faire une proposition qui permet au moins de discuter et d'arriver en tout cas à quelque chose.
Ah, d'accord, oui, c'est effectivement très intéressant. Et alors maintenant, j'ai une dernière question. Donc, quel est votre plan d'action pour 2016 sur Bon, le tout ce plan d'action pour processus? 2016, d'abord, c'est de travailler à ce que cette prise de compensation soit prise en charge, soit par un des codes, ou bien soit une offre suffisante dans ce domaine-là, parce qu'il n'en existe pas. Mais nous allons aussi ouvrir la campagne sur le pétrole et le gaz, que nous venons véritablement de découvrir au Sénégal. D'accord. Et l'atelier de premier rapport de l'ITE, donc il y a eu de très fortes recommandations à l'endroit du gouvernement et des sociétés minières. Nous allons véritablement travailler aussi à ce que ces recommandations soient véritablement prises en charge par les différentes parties déclarantes. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est super. Une dernière question de conclusion peut-être. Enfin, et puis, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pourrez également. C'est quels sont pour vous, si vous aviez deux, trois conseils à donner aux conseils économiques et sociaux des pays d'Afrique francophone pour les aider à émettre des avis sur justement les révisions des codes miniers, quelles seraient pour vous les recommandations que vous donneriez? Quels sont pour vous les points clés de ces codes miniers? Les choses essentielles à Oui, inclure dans un code minier? oui, je pense que la première des choses qui peut constituer en tout cas la source des conflits, c'est véritablement cette question d'indemnisation et de compensation. Ça, c'est D'accord, extrêmement important. d'accord. Je Hmm. pense que c'est essentiel. L'autre chose, c'est véritablement les impacts environnementaux, donc qui affectent très négativement le cadre de vie et la santé des populations. D'accord. La troisième chose, c'est de travailler véritablement à ce que les conseils économiques et sociaux puissent réguler ce qu'on appelle les fonds sociaux. De Mhm. sorte à ce que les populations qui appliquent les opérations minières, à défaut de mitiger totalement les impacts négatifs, puissent quand même disposer de ressources qui les permettent véritablement de pallier à la destruction de leurs moyens de subsistance. Je pense que si ces trois dimensions sont prises en compte, je pense qu'on peut atténuer de façon considérable les impacts négatifs vécus par les communautés minières. D'accord. Très intéressant. Je pense que c'est de très bons conseils. Aussi, oui, dans la grille de compensation que vous proposez, il y a quelque chose qui semble très intéressant. C'est en fait le principe de dire qu'il faut indemniser pour la terre, mais aussi indemniser pour les pertes de revenus éventuelles. Absolument, Que peut absolument. amener, enfin, certes, que peuvent amener des biens immeubles, comme vous les appelez. Donc voilà. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je pense que c'était extrêmement intéressant, c'était passionnant. Est-ce que vous Bon. souhaitez ajouter quelque chose ou on pourra conclure ici? Parfait, parfait. D'ac- Donc, si vous avez des questions, notamment sur la grille, vous pouvez toujours envoyer par email. Je D'accord, vais partager avec le consultant donc, qui a approfondi la réflexion super. et qui pourra vous l'envoyer aussi à personne. Et nous avons besoin aussi de soutien pour la campagne. Parce que ça ne D'accord, va pas être une campagne facile. Voilà, donc pour l'internalisation de cette crise dans le dispositif réglementaire législatif du Sénégal, donc d'accord, nous avons vraiment besoin d'un soutien, quoi. d'accord. Ben justement, je pense qu'il faudrait vraiment que vous entriez en contact avec le conseiller économique et social du Sénégal. Mais c'est déjà fait, ils ne viennent même pas à nos rencontres parce que c'est des gens qui sont orientés par les politiques. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, Donc, attendez. voilà, tout ce qui